Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 pour cette soirée spéciale élection municipale consacrée au second tour de scrutin. Au menu, tous les résultats définitifs, nos estimations ipsos teria sur les villes à enjeu, des reportages, des réactions, des analyses avec Olivier Hill, le politologue de la soirée. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Et puis bien sûr, nous retrouverons évidemment Vanessa Fize et Grégoire Bouscambert. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous donnerai en effet les résultats ce soir, puisque la rédaction, vous le disiez, est entièrement mobilisée pour vous faire vivre ces élections en temps réel. Nous sommes en lien étroit avec les régions pour vous communiquer les résultats et également les estimations réalisées pour France Télévisions durant toute cette journée riche en actualité. Nous allons vous faire vivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les réactions, les déclarations. Nous irons aussi sur les sites internet de France 3 en région pour être au plus près des dépouillements des élus locaux et de vous-même. Merci à vous. Évidemment, on vous retrouve tout au long de la soirée. Le chiffre de la soirée, le chiffre du jour, l'abstention, elle reste forte pour ce second tour, 38%. Olivier, un chiffre encore important ? Oui, c'est un chiffre qui a été beaucoup débattu pendant l'entre-deux tours. C'est un chiffre qui tout de même, selon l'estimation ipsos teria, semble marquer un léger sursaut de participation. Reste à savoir à quel camp l'imputer évidemment. Surtout si l'on considère au fond ce chiffre par rapport au premier tour. C'est-à-dire si l'on ne raisonne pas sur les données de 2008 ou de 2014, mais bien sur les communes qui au fond sont concernées par le deuxième tour. Rappelons-le, 82% des communes n'avaient pas de deuxième tour. Et si l'on raisonne à partir simplement de cette base, eh bien on passerait de 39,3 à 38% d'abstention. Ce qui laisse donc penser qu'un point et demi de participation, c'est cela le sursaut, le léger sursaut de participation. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir des répercussions sur les votes dans les villes à enjeu ce soir ? Oui, très certainement. Cela veut dire à l'évidence qu'une partie de l'électorat s'est mieux mobilisée. On le sait, les appels avaient été véhéments pendant l'entre-deux tours. On le sait aussi, la configuration de triangulaires plus nombreuses, voire de quadrangulaires présents dans beaucoup de municipalités, eh bien, au fond, attire un petit peu plus, implique un peu plus les électeurs étant placés devant une offre électorale un peu plus diversifiée, ce qui peut expliquer effectivement ce léger sursaut. Je vous propose de retrouver tout de suite Grégoire Bouscambert pour des résultats définitifs. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir Isabelle. Il est 20h17 et les résultats commencent à affluer. Je vous les communique en temps réel, en direct. Et on part dans un premier temps à Reims où le duo des députés UMP Arnaud Robinet et Catherine Vautrin arrivaient en tête devant la liste de la maire sortante socialiste Adeline Hazan, une proche de Martine Aubry. Et vous le voyez, eh bien c'est le candidat UMP qui a été élu avec un peu plus de 46%. Autre résultat qui viennent de nous parvenir dans les Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon. Le successeur de Jacques Auxiette à la mairie de La Roche-sur-Yon était en grand danger à l'issue du premier tour. Ce socialiste historique était talonné par son challenger UMP, l'assureur Luc Bouard. 160 voix seulement séparaient les deux hommes. Ici est à noter la présence de Nathalie Michaud sur la liste socialiste. Elle s'était fait remarquer en interpellant directement François Hollande lors de sa visite en Vendée. Cette chômeuse de 50 ans avait alerté le chef de l'État sur les conditions de vie des demandeurs d'emploi et avait été reçue à l'Élysée. Et vous le voyez, c'est le candidat UMP qui a été élu. Enfin, un dernier résultat en Basse-Normandie à Cherbourg. Sur le papier, droite et gauche, c'était au coude à coude à Cherbourg pour le deuxième tour des municipales. Mais si on additionnait les suffrages du Front de gauche, dont la liste a fusionné avec celle du candidat Ouglat cette semaine, la gauche atteignait un peu plus de 50%. Le bastion du ministre délégué aux Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, pouvait basculer à droite. Et vous le voyez, ce n'est pas le cas, c'est le candidat d'hiver gauche qui a été élu. Merci à vous Grégoire. Tout de suite, je vous propose de découvrir les estimations ipsos teria à Béziers. Oui, alors parmi les estimations, on en a une qui apparaît également à l'écran, c'est celle de Béziers. À Béziers, eh bien, le Front National ne présentait pas de candidat sur cette liste, dans cette commune, mais soutenait l'ancien patron de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Il devait conforter son avance selon un récent sondage. Face à lui, Elie Aboud pour l'UMP briguait la succession de Raymond Couder, maire depuis 1995 et dont il fut le premier adjoint. Jean-Michel Duplat représentait le PS et selon ses estimations, eh bien, c'est Robert Ménard qui serait élu à la tête de la mairie de la ville. La situation du tableau de la radioscopie de Béziers. La situation politique à Béziers est donc surprenante à double titre avec la personnalité de Robert Ménard et puis le pacte en quelque sorte sans doute en coulisses qu'il a signé avec Jean-Michel Duplat, le Parti socialiste. Je voudrais qu'on en sache un peu plus sur Béziers, sur la paupérisation de cette ville qui a pu permettre l'arrivée de Robert Ménard. Voici le reportage de Marie Perrin et de Sophie Granel.
Béziers, jolie ville de l'Hérault, population au dernier recensement près de 73 000 habitants. Mais derrière le paysage de carte postale, la situation est loin d'être brillante. Classée 8e ville la plus pauvre de France dans le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, Béziers a récemment dépassé les 15% de taux de chômage. Un tiers de sa population vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Une misère qui s'étale jusque dans le centre-ville. Depuis 30 ans, la population a fui des loyers trop élevés, se reportant vers des quartiers en périphérie. Résultat, 5500 logements seraient aujourd'hui inoccupés dans le centre, qui a par ailleurs vu une 50aine de boutiques fermées ces 3 dernières années. Les Biterrois en ont ras-le-bol de cette ville qui se délabre, Donc voilà, et puis je pense que les gens ont besoin de quelque chose peut-être de nouveau pour remonter la ville. Avec la ville qu'ils ont mis à sac, moi je ne fais pas de politique, mais bon, voilà, c'est le mécontentement des gens. Le délabrement du centre-ville, c'est d'ailleurs l'une des principales préoccupations des Biterrois, juste derrière la sécurité. Pourtant, la délinquance a baissé de manière significative l'an dernier à Béziers. Paradoxalement, ce thème de l'insécurité a été omniprésent lors de la campagne pour ces municipales. Il faut sans doute y voir l'une des raisons pour lesquelles l'extrême droite a fait une telle poussée dans la ville natale de Jean Moulin. Alors Olivier Hill, est-ce que Robert Ménard est véritablement l'homme de la situation ce soir ? En tout cas, c'est ainsi que les Biterrois en ont jugé, puisqu'ils ont massivement accordé leur confiance à cet élu. Après la gestion que Raymond Coudert en avait fait depuis 1995, c'est un changement de cap très profond. On a vu que la situation sociale l'explique pour beaucoup. 40%, il faut le rappeler, des Biterrois de centre-ville vivent des minima sociaux. Les commerces ferment, la situation socio-économique est assez grave. Et derrière, évidemment, cette mobilisation est aussi le succès d'une stratégie électorale en tant que telle, puisque M. Ménard, non seulement a le soutien du Front National, mais également celui de Debout la République, un autre mouvement, et il faut être très attentif à ce point, si seulement des colistiers des 48 qui composent sa liste sont encartés au Front National. C'est dire donc que c'est un phénomène tout à fait spécifique, tout à fait local. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir gérer la ville avec le Parti Socialiste ? Alors, il ne gérera pas la ville avec le Parti Socialiste, à l'évidence, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que le maintien de cette liste au second tour a empêché un ralliement des voix vers la liste du candidat UMP, Élie Brun, qui pouvait espérer un score bien meilleur. Il est tout de même très largement distancé ce soir au terme au fond du second tour. Alors on va retrouver tout de suite sur place Valérie Cohen-Luxet en direct là-bas de Montpellier. Nous l'écoutons sur la situation à Béziers et l'élection probable de Robert Ménard. Le score que réaliserait Robert Ménard aujourd'hui serait identique à celui que réalisait en 1995 le maire sortant lors de sa première élection, l'UMP Raymond Coudert, qui totalisait alors 47,5% des voix. Et à l'époque, le candidat du Front National n'arrivait qu'en 3e position de ce qui était déjà une triangulaire. Elie Abou, ce soir, le candidat de la droite, améliore certes de près de 4 points son score du premier tour, mais c'est largement insuffisant. On le dit très affecté, il est pour l'heure enfermé dans sa permanence. Quant au candidat de la gauche, de la liste d'Union de la gauche, Jean-Michel Duplat, eh bien, il rate son pari de mobiliser les électeurs de gauche, puisqu'au premier tour, les deux listes séparées, Parti Socialiste et Front de gauche, totalisaient à elles deux 25% des suffrages. Ce soir, réunies, elles n'en totalisent que 18. Béziers opte donc sans ambiguïté et il faut le dire très calmement pour le candidat soutenu par le Front National. Robert Ménard était un novice en matière électorale et il faut bien l'avouer, pour un coup d'essai, eh bien c'est un coup de maître. Olivier. Oui, alors on voit que dans cette ville, au fond, c'est moins un vote de facho, comme on a pu le dire, qu'un vote de fâché. Des électeurs qui sont en colère, se sont exprimés, et notamment désespérés. On a vu un certain nombre de raisons qui peuvent en rendre compte, et M. Elie Abou a pu, à un moment, espérer coaliser ce mécontentement. Cela n'a pas été le cas, on l'a vu. Le taux de participation a été très fort, plus 7% par rapport à 2008. C'est vous dire si l'abstention n'est pas nécessairement corrélée avec un vote, disons, proche du Front National élevé. Il y a là aussi de très belles leçons à retirer.
D'autres résultats tout de suite avec vous, Grégoire Bouscambert. Oui, des résultats qui nous emmènent tout de suite en Bretagne. En Bretagne, plus précisément à Brest. Et vous le voyez, eh bien, à Brest, c'est le candidat socialiste qui a été élu avec un peu plus de 52% des voix. Autre résultat, en Aquitaine, à Villeneuve-sur-Lot, un an après l'affaire Cahuzac, le fantôme de l'ex-ministre du Budget n'a pas disparu. 3 listes UMP, divers droite et divers gauche, qualifiées pour le second tour des municipales derrière le PS et le FN, avaient annoncé cette semaine leur fusion. Leur liste a été enregistré en préfecture sous l'étiquette radicale. Objectif, remporter la mairie et faire barrage au Front National. Le représentant du Front National, Étienne Bousquet-Cassagne, avait enregistré un bon score et était arrivé en deuxième position. Et vous le voyez, c'est le candidat socialiste qui a été élu. Autre résultat en Franche-Comté, à Belfort, Damien Meslot, UMP, était arrivé en tête au premier tour des élections municipales. Et il affrontait aujourd'hui Étienne Busbach, le maire sortant socialiste. Christophe Gödler, Modem, UDI et Marc Arbanchot du FN étaient en position de se maintenir. Et vous le voyez, c'est le candidat UMP qui a été élu. Un dernier résultat qui nous emmène à Digne où Serge Glohagen, maire sortant socialiste, n'était pas candidat à sa succession. Marianne Baudouin-Morel, candidate du Rassemblement Bleu Marine, était en tête à l'issue de ce premier tour. Elle devançait la divers gauche Patricia Granet et Franck Di Menetto, autre candidat divers gauche. Et vous le voyez, c'est la candidate divers gauche qui a été élue avec un peu plus de 46% des voix. Merci Grégoire. Un mot sur Belfort. Oui, on a vu qu'au fond, M. Griesbach n'a pas réussi à transformer l'essai et à capitaliser sur le patrimoine de confiance qu'avait progressivement accumulé M. Chevènement, qui a laissé une trace très profonde dans cette ville. Eh bien, on voit ce soir que la vague bleue touche aussi ce territoire belfortien. Ville chevènementiste. Tout à fait. Tout de suite, Vanessa, bonjour. Bonsoir Vanessa, vous avez scruté les réseaux sociaux. Oui, bonsoir. On va d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé pendant cette journée de vote avec ce qui devient vraiment un phénomène de mode, des selfies, encore des selfies, des centaines et des centaines de jeunes électeurs qui se sont pris en photo dans les urnes. Ils se montrent avec leur bulletin de vote, ils montrent la tête ou pas, un Père Noël, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment la tendance de cette élection. Il y a également certains qui trouvent que c'est un petit peu exagéré et qu'on a autre chose à faire. Donc, cher Twitter, en ce temps d'élection, tu m'énerves. Il y a aussi ces jeunes filles qui ne sont pas encore en âge de voter, mais on peut se dire que aller voter et faire un selfie, c'est peut-être mieux que de s'abstenir. Et puis, dans cette journée de vote, il y a eu aussi des moments particuliers, ces moments où on a désigné officiellement les maires qui ont été élus au précédent tour. Donc, à Hénin-Beaumont, ça a été difficile d'assister au conseil municipal. Selon les personnes qui tweetaient, il fallait montrer sa carte du Front National. Il y a eu aussi des photos des CRS qui bouclaient le conseil municipal et on a également évoqué les huées des gens de gauche ou des opposants au Front National qui ont vivement réagi. Ça tranche avec d'autres ambiances de conseils municipaux comme celui-ci qui s'est tenu devant la mairie à Villeneuve-Loubet en plein air, c'était champêtre, il faisait beau. Et puis enfin, concernant les résultats de ce soir, certains rappellent également les enjeux. Ainsi, cet internaute qui indique qu'à Marseille, si le Front National Stéphane Ravier gagne le 7e secteur de Marseille, eh bien ça représente un maire de 148 000 habitants, c'est-à-dire que c'est plus par exemple que la ville de Perpignan. Merci à vous Vanessa, et justement vous parlez de Perpignan. C'était l'autre ville à enjeu avec notamment la candidature de Louis Alliot du Front National, le compagnon de Jean-Marie Le Pen. Qu'espérait-on du côté du Front National pour Perpignan? Alors d'abord, dans cette ville de plus de 120 000 habitants, évidemment, la tension était à son maximum. Tous les observateurs scrutaient ce qui pouvait se passer. On sait que dans cette capitale des Pyrénées-Orientales, il y avait une situation là aussi très très complexe. Cela dit, le Front républicain semble avoir bien fonctionné puisque le retrait de la liste de M. Jacques Crespa a permis à M. Jean-Marc Pujol de l'emporter. Et cela après un premier tour qui lui était défavorable. Donc il faut voir là aussi un enseignement, à mon avis, à travailler. Il semble que les électeurs, au fond, lorsqu'ils sont de gauche, votent plus facilement pour un candidat de droite lorsqu'il s'agit de battre un adversaire frontiste que l'inverse, que lorsqu'il s'agit, au fond, pour des électeurs de droite, de faire la même chose, mais cette fois au profit d'un candidat de gauche. On voit aussi que dans cette configuration, évidemment, des marques sont prises. Ne l'oublions pas, M. Pujol a 20 ans de plus que M. Alliot. Oui, et si Louis Alliot arrive en seconde position, finalement, il risque quand même d'être une opposition très ferme au sein du conseil municipal. Tout à fait. Le Front National va monopoliser l'opposition au sein du conseil municipal, puisque le retrait de la liste de M. Crespa veut dire tout simplement la disparition du Parti socialiste de cette arène
de débat et de décision. On va rejoindre tout de suite Grégoire Bouscambert avec un nouveau résultat très attendu. Et oui, un résultat très attendu puisque nous allons à Pau. À Pau, ou bien vous le savez, François Bayrou était candidat. Il jouait ici son avenir politique. Il était d'ailleurs en position très favorable la semaine dernière. Le centriste était arrivé en tête du premier tour, loin devant son concurrent socialiste David Habib. Cette fois, François Bayrou avait pu compter bien avant le premier tour sur le soutien de l'UDI et de nombreux ténors de l'UMP, dont Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin ou François Fillon. Et vous le voyez, sans grande surprise, François Bayrou a été élu avec un très beau score, plus de 62% des voix. Autre résultat en Haute-Normandie, à Dieppe, le maire sortant communiste Sébastien Jumel était donné gagnant au second tour dans tous les cas de figure, d'après un récent sondage. Et vous le voyez, eh bien les sondages ne sont pas trompés puisque le candidat du Parti communiste a été élu. Un résultat qui vient de nous parvenir en Alsace. À Mulhouse, comme en 2008, c'était une triangulaire qui se jouait ici avec 41% des voix. Le maire sortant Jean Rotner qui avait pris en 2010 la succession de l'ex-ministre Jean-Marie Bockel était en ballottage favorable. Face à lui, le socialiste Pierre Frère-Burger et la frontiste Martine Binder étaient parvenus à se maintenir. Et vous le voyez, là encore sans grande surprise, Jean Rotner a été élu. Enfin, un résultat en Limousin à Limoges. À l'issue du premier tour des élections municipales, la liste PS menée par le député maire Alain Rodet, maire de Limoges depuis 90 et président de la communauté d'agglomération Limoges Métropole depuis 2002, menait le scrutin. Et vous le voyez, bien c'est le candidat UDI pourtant qui a été élu avec un peu plus de 45% des voix. Et voilà un direct qui tombe bien puisque nous allons recevoir et vous diffuser tout de suite la réaction de François Bayrou à Pau, vainqueur à Pau, suivi à Perpignan du vainqueur Jean-Marc Pujol qui s'exprime. C'est très émouvant et c'est très engageant. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer quand on sait ce que sont les rapports de force politiques à Pau et l'histoire, les 43 années de domination d'un seul parti à la mairie. L'idée que la ville pourrait, à 63%, c'est le chiffre qu'on a, choisir de nous apporter son soutien, c'est énorme. Ça fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 points d'avance. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un événement dans une vie d'homme et je crois que c'est un événement dans la vie de la ville. Et pour moi qui ai mené ce combat depuis tant d'années, on pourrait presque dire de décennies, c'était le moment. C'est un score record et c'est une élection où on a porté des valeurs face à un candidat qui venait de Paris et qui était le numéro 2 du Front National. On a montré que la droite républicaine, quand elle prend des positions très très claires, eh bien les électeurs la rejoignent. Je voudrais d'ailleurs rappeler dans cette élection que je remercie aussi ce que j'appelle le retrait de morale publique, notamment du candidat qui est arrivé à moins de 12%. Enfin, la morale publique a joué. Et je voulais remercier aussi, bien sûr, tous les électeurs. Voilà une réaction sur François Bayrou qui dit que c'est un combat d'une décennie, voire plus. Oui, c'était sa 3e tentative. Et là, enfoncer le clou de la sorte, évidemment, plus 15 points sur son adversaire, c'est un signe d'une victoire éclatante, qui ne s'ouvre absolument aucune discussion. C'est aussi pour lui l'occasion, évidemment, de pouvoir rebondir sur la scène nationale après des années, là les 2 ou 3 dernières, qui ont été tout de même assez difficiles pour lui. On peut revenir aussi, si vous le voulez bien, Isabelle, sur le scrutin de Limoges. Car les Limousins, eux, le savent peut-être, c'est une ville qui, depuis plus de 100 ans, était à gauche, au Parti Socialiste, et la chute de M. Rodet, Alain Rodet, marque un véritable séisme sur le plan local. Il faut savoir que la ville de Limoges, au XXe siècle, n'avait connu que 3 maires. Et c'était sans doute la tentative de trop pour M. Rodet. Cette ville bascule, peut-être même depuis 1848, c'est-à-dire le début du suffrage universel, à gauche. Elle était à gauche, elle bascule à l'UMP. Je vous propose de revenir sur Béziers avec l'intervention qui vient toujours de nous parvenir de Robert Ménard. Tout d'abord, je veux remercier les électeurs qui nous ont qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à toute l'équipe de Choisir Béziers. Nous mesurons le poids de la responsabilité qui est maintenant la nôtre. Nous savons l'importance de leur attente. Vous pouvez compter sur nous. Nous appliquerons le programme pour lequel vous avez voté. Nos promesses nous engagent. Nous les tiendrons. Voilà, c'était Robert Ménard, vainqueur à Béziers ce soir.
Grégoire, d'autres résultats? Oui, parmi les résultats qui viennent à l'instant de nous parvenir, nous partons à Cavaillon. Cavaillon, où la liste Union de la gauche Europe Écologie Les Verts au municipal était arrivée 3e lors du premier tour la semaine dernière. L'UMP et le Front National avaient décidé de se maintenir aujourd'hui. Et vous le voyez, c'est le candidat d'hiver droite qui a été élu. Autre résultat dans le Nord-Pas-de-Calais, à Armentières, Daniel Amidou Ducatel se présentait sur la liste UMP. Alors, pour l'anecdote, c'est la mère de l'humoriste et réalisateur Danny Boone. Mais vous le voyez, la liste UMP n'a pas été élue puisque c'est le candidat socialiste qui a remporté cette élection. Un résultat en région centre à Bourges, le match très serré, voyez Inès Félix du PS, Pascal Blanc UDI et Véronique Fenol UMP dans un mouchoir de poche à l'issue du premier tour. Les scores étaient toutefois favorables à la droite et vous le voyez donc sans grande surprise, c'est le candidat UDI UMP qui a été élu. Enfin, un dernier résultat qui vient tout juste d'arriver en Poitou-Charentes à Cognac. Ici se jouait une triangulaire avec le Front National en arbitre. Dans chaque camp, le même objectif, convaincre les 5592 abstentionnistes. Le maire sortant socialiste Michel Gourinchas était en ballottage favorable. Et là encore, sans grande surprise, il a été élu avec un peu plus de 49% des voix. Une réaction, Olivier ? Alors sur le cas d'Avignon, on a véritablement une situation très intéressante puisqu'il s'agissait d'une ville qui était pendant longtemps gérée par Marie-Josée Roig et l'UMP et qui là bascule entre les mains du Parti Socialiste. C'est sans doute l'une des rares villes de cette taille que le Parti Socialiste va pouvoir conquérir ce soir et il le fait grâce à une triangulaire. Et une triangulaire qui met le Front National très haut, donc c'est un élément intéressant. Rappelons que M. Loutiot avait fait attention à ne pas trop apparaître comme étant lié au Front National. Il avait préféré l'étiquette de Rassemblement Bleu Marine. L'idée pour cet ancien directeur des services de Levallois-Perret, c'était au fond d'ouvrir un peu à la manière de Ménard vers des segments plus centristes de l'électorat, en tout cas à droite. Et ce pari n'a pas réussi, on le voit ce soir, il n'a pas finalement réussi à convaincre les électeurs que ce choix était le bon. Alors, le FN arrivé numéro 1 à Hénin-Beaumont, le Front National arrivé à Béziers, vainqueur, deux villes aussi, deux autres villes tenues par le Front National en seconde position, donc sous surveillance. On va parler de Louis Alliot tout à l'heure, et maintenant vous venez parler d'Avignon, où il y aura une surveillance. Ça veut dire que le Front National prend du poids ? Oui, ça veut dire que le Front National prend du poids, mais pas autant que la médiatisation du premier tour l'a indiqué. C'est-à-dire que, on en parlait tout à l'heure, nous sommes un peu plus haut que les 13 points que le Front National avait obtenus dans les villes où il s'était présenté en 1995. Nous sommes à 16-3 pour le premier tour. Derrière le scrutin que Marine Le Pen avait obtenu à la présidentielle de 2012. Mais, on le voit, il réalise de très bons scores dans certaines villes et il peut viser, bien entendu, 1 millier de conseillers municipaux et il peut viser 4 à 5 villes ce soir. On pense à Fréjus tout particulièrement ou peut-être à la petite ville de l'Hôpital. La soirée n'est pas finie. Vanessa, d'autres réactions sur les réseaux sociaux ? Oui, je vous propose des réactions à ce taux d'abstention. Il y a pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. D'abord, celui-ci, les municipales sont les élections les plus importantes localement et pourtant elles sont boudées. Pourquoi se plaindre si on ne fait pas ? Il y a encore cette réaction, son devoir de citoyen et comment apprendre aux enfants à devenir citoyens si leurs parents ne les y incitent pas. Il y a également ces deux réactions qui s'enchaînent puisque les gens discutent, conversent carrément de ce taux d'élection. Si j'en crois mes souvenirs, la République repose sur le suffrage universel qui n'intéresse plus un Français sur deux. Une deuxième personne rétorque, 64% d'abstention pour la génération Y, c'est-à-dire les jeunes. C'est à nous de leur donner envie de voter. Il y a encore cette réaction, l'abstention en hausse, car la génération Y, toujours cette génération des plus jeunes, les 18-25 ans, attend une appli pour voter. C'est une petite pointe, une façon pour se distancer des baby-boomers. Voilà, les électeurs sont devenus des consommateurs. On prend en jette. Cette fois-ci, c'est Noël Mamère qui a été beaucoup critique aujourd'hui sur cette journée d'élection et ses réactions. Donc c'est comme des consommateurs, les électeurs, on prend, on jette, ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer cette société, dit Noël Mamère. Merci à vous Vanessa Fies. On part maintenant à Villeneuve-sur-Lot pour écouter la réaction du vainqueur ce soir, Patrick Cassani. Au premier tour, donc, nous sommes arrivés en tête et je dirais que c'est grâce au socle de confiance qui a pu être construit avec les Villeneuvoises et les Villeneuvois qui nous a permis de résister dans un contexte national qui était quand même très difficile, où on a vu plusieurs municipalités de sensibilité de gauche basculer. Eh bien, à Villeneuve, nous avons tenu le choc et ce soir, avec 43% des voix, nous arrivons largement en tête devant la liste derrière laquelle se cachait l'UMP et qui, elle, est à 26%. Tout de suite, Grégoire Bouscambert, de nouveaux résultats.
Résultat qui nous emmène en région Poitou-Charentes, plus exactement à La Rochelle. La Rochelle où au premier tour, la socialiste Anne-Laure Jaumouillet a été soutenue par le maire sortant et devançait le dissident socialiste Jean-François Fontaine qui est soutenu par le dissident Olivier Falorni. Avec un si faible écart, rien n'était donc joué. Derrière eux, la tête de liste UMP-UDI Dominique Morvan assurait de maintenir sa candidature et vous le voyez, c'est le candidat Europe Écologie Les Verts d'Hiver Gauche qui a été élu. Nous partons en Midi-Pyrénées à Albi, Paris difficilement tenable pour le Parti socialiste. La gauche devait échouer dans son entreprise pour reprendre à la droite le chef-lieu du département. Le socialiste Jacques Valax était nettement devancé par la d'Hiver droite Stéphanie Guiraud-Chaumeil, adoubée par le maire sortant qui ne se représentait pas. Et vous le voyez, c'est elle-même la candidate d'Hiver droite qui a donc été élue à la mairie d'Albi. Un résultat en Aquitaine à Biarritz, la droite était donnée gagnante dans cette ville où l'UMP Marc Brisson, tête de liste UMP-UDI Parti nationaliste basque, pouvait l'emporter au second tour selon un récent sondage. Max Brisson qui a reçu un soutien de poids cette semaine, celui d'Alain Juppé, élu la semaine dernière dès le premier tour à la mairie de Bordeaux. Et vous le voyez, c'est le candidat Modem qui a été élu. Enfin, un dernier résultat que je viens à l'instant de recevoir. Nous partons à Hayange, la commune voisine de Florange, où la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en avril dernier a laissé un goût amer. Le candidat frontiste Fabien Engelmann, ex-membre de la CGT, était arrivé en tête au premier tour. Il partait en position favorable dans une quadrangulaire. Le maire socialiste sortant Philippe David était arrivé troisième et vous le voyez, c'est donc le candidat du Front National, le Front National qui obtient donc ici sa deuxième commune. Merci Grégoire. Un mot sur Hayange et la nouvelle victoire du Front National cette fois-ci. Dans cette petite ville de Haut-Fourneau, dans ce bassin sidérurgique, évidemment c'est une victoire pour le Front National qui va faire parler. On a évoqué tout à l'heure Forbach. On sait que la ville de l'Hôpital aussi peut être concernée. On voit bien que là une géographie se dessine entre le nord, cette partie de la Moselle et puis le sud-est avec notamment l'Hérault ou le Var. On voit bien comment au fond une cohérence se dessine ce soir dans les gains du Front National. Limité, mais tout de même assez intéressant. Une particularité de Fabien Engelmann, c'est qu'il était à la CGT, élu syndical, et qu'il a basculé au Front National, ce qui est quand même de plus en plus fréquent. Oui, alors il ne faudrait pas en déduire pour autant que les électeurs ouvriers ont fait le même chemin. On a beaucoup évoqué le fait que les électeurs ouvriers aient pu basculer d'un vote majoritairement favorable à M. Hollande à un vote plutôt tourné vers le Front National. Il n'en va pas ainsi puisque c'est grosso modo, on le sait, le tiers des ouvriers qui traditionnellement votent à droite qui a préféré voter maintenant plus massivement pour le Front National. Pour le reste, on le voit, les transfuges existent et les passages, les vases peuvent être communicants sur le plan de l'offre politique, c'est-à-dire sur le plan des candidats. Un mot sur La Rochelle, la prise des Verts. Alors, on retrouve là, dans cette ville qui a été longtemps dominée par la figure tutélaire de Michel Crépeau, parti radical de gauche, une forme de méfiance, sinon défiance à l'égard du Parti socialiste. On le sait, lors des dernières élections législatives, il y avait déjà eu un coup de théâtre à La Rochelle. Ce soir encore, la ville ne tombera pas dans l'escarcelle du Parti socialiste. C'est les écologistes qui, de façon générale, réalisent plutôt de bons scores lors de ces premiers et deuxièmes tours de municipales qui l'emportent. Une autre ville que vous avez regardée de près, c'est celle de Grenoble, où les Verts aussi ont fait une belle percée, où le candidat Vert peut ravir la mairie. Tout à fait, il y avait 4 points d'avance sur son rival, le socialiste Jérôme Safar. On le sait, la campagne a été difficile et les mobilisations ont été très fortes. On parle de 4 à 5 points de plus de participation pour ce second tour. On verra tout à l'heure ce qu'il en est réellement et qui l'aura emporté. Grégoire, on vous retrouve tout de suite pour des estimations sur Fréjus. Oui, estimation à Fréjus exactement, estimation exclusive pour France Télévisions. À la faveur d'un sondage CES apparu en juin, le Front National se sentait pousser des ailes dans cette ville historiquement administrée par la droite. Le candidat du Front National, David Rachlin, était arrivé largement en tête du premier tour. Il affrontait 2 candidats de droite au second tour des municipales. Et vous le voyez, c'est le candidat du Front National qui serait élu, d'après ses estimations, avec un peu plus de 45% des voix. On en serait donc à la 3e commune pour le FN si ces estimations s'avèrent exactes. Résultat définitif que je vous transmettrai durant cette émission dès que j'en aurai connaissance, bien sûr. Merci à vous Grégoire. Un mot sur Fréjus. Alors le cas de Fréjus est vraiment typique puisqu'on y retrouve tous les ingrédients du succès frontiste, une droite discréditée ou divisée, et nous en avons l'exemple là puisque le divers droite est libre à affronter Philippe Mougin, l'UMP, des affaires qui sont très importantes et qui finalement discréditent la classe politique, et enfin une gauche faible qui n'est pas en mesure de disputer, d'entrer en lice véritablement et de disputer la première place au Front National. Tous ces éléments
spontanément mis bout à bout et l'on voit comment cette ville, qui est une ville d'importance, une ville à forte charge symbolique et économique, peut tomber dans l'escarcelle du Front National. Et derrière tout ça, l'ombre de François Léotard. Bien sûr, l'ombre de François Léotard, mais aussi l'ombre des affaires. On pourra peut-être y revenir dans la suite de la soirée. Un autre résultat très intéressant, révélateur du climat de ce second tour. Grégoire Bouscambert, vous avez maintenant... Alors, en attendant que Grégoire Bouscambert se prépare, j'aimerais qu'on parle de Quimper. Oui. Quimper. Qui était un maire de Quimper jusqu'à présent? C'était Monsieur Bernard Poignant, donc une figure du socialisme breton, un ami proche de Monsieur Hollande, qui avait d'ailleurs beaucoup joué de cette proximité jusqu'au premier tour et qui finalement se voit un peu puni par là où il avait péché, c'est-à-dire que Monsieur Bernard Poignant, au fond, s'est fait beaucoup reprocher cette proximité et a sans doute été victime d'un vote national, de sanctions à l'égard de la politique gouvernementale. Il ne faudrait pas oublier néanmoins des déterminants proprement locaux. On le sait, la campagne a été agitée par des disputes très importantes sur le plan de transport et de déplacement de la ville. Et on le sait aussi, c'est un des lieux emblématiques d'une manifestation sociale qui a fait parler beaucoup d'elle, celle des bonnets rouges. Et au fond, la mobilisation sociale s'est ce soir transformée au fond des urnes. Et donc ce soir, les estimations Ipsos Steria donnent Bernard Poignant, le candidat socialiste, perdant. On s'y attendait, vous l'avez expliqué. Bernard Poignant qui avait un bureau à l'Élysée et qui était conseiller de François Hollande, qui est toujours conseiller de François Hollande, qui, depuis Quimper, lui donnait la température de la population et des soucis de ses administrés. Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. On a vu que M. Ludovic Jolivet a pu capitaliser sur ces débats, sur ces clivages, sur ces enjeux et est parvenu assez largement, car le score est net et sans appel, à supplanter son rival qui paraissait néanmoins très, très bien implanté. Il faut aussi considérer que le Front National, qui n'avait fait qu'un 8,42% au premier tour, a néanmoins joué un rôle puisque, on le sait, des voix se sont déplacées et ont, au fond, regagné la dynamique de victoire de la droite UMP. Tout de suite, réaction Bruno Le Maire de l'UMP qui salue une soirée de victoire pour son parti, suivi de Benoît Apparu qui vient d'être élu à Châlons-en-Champagne. On les écoute. C'est une très belle victoire, ça c'est sûr. Une victoire qui nous donne des responsabilités aussi très importantes. Il faudra répondre aux attentes qui se sont exprimées pendant ces élections municipales. Puis je crois surtout que c'est la victoire de la base de notre famille politique. C'est la victoire des militants. C'est la victoire de tous ces jeunes candidats qui se sont présentés un peu partout en France. On a vu émerger, à l'occasion de ces élections municipales, toute une nouvelle génération de candidats qui ont 25, 30, 35 ans, qui sont allés conquérir des villes, qui ont forcé la main au destin et qui ont gagné. Je trouve que c'est une très belle nouvelle que le renouvellement l'emporte aujourd'hui à l'UMP. Je voulais surtout peut-être ce soir remercier tous ceux qui sont venus voter, parce qu'ils ont fait ce geste citoyen si essentiel. Je voudrais également surtout remercier Bruno Bourboic, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a, je crois, fait un très beau projet, un très beau bilan à Châlons. Donc on avait un exceptionnel maire, j'espère que je serai à sa hauteur. Et puis je voulais aussi remercier bien évidemment tous les militants, tous les sympathisants, tous ceux qui ont participé à cette campagne électorale et qui nous permettent ce soir de virer en tête. Allez, tout de suite, Grégoire Bouscambert, d'autres résultats. Oui, ça y est Isabelle, et je suis bien là, car ça y est, j'ai des résultats qui arrivent, je vous les communique, donc en temps réel. Et nous partons à Valence où, eh bien, vous allez le voir, la semaine dernière, le candidat UMP-UDI Nicolas Daragon avait créé la surprise en devançant le maire socialiste sortant Alain Maurice. Et vous le voyez, eh bien, ce résultat s'est à nouveau traduit pour ce deuxième tour, puisque Nicolas Daragon a été élu à Valence. C'est donc un maire UMP dans cette ville. Autre résultat en Lorraine, à Metz, où la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, figurait en deuxième place sur la liste du maire Dominique Gros. Le Parti socialiste l'emportait la semaine dernière devant l'UMP et le FN. C'était donc une triangulaire de tous les dangers pour le Parti socialiste pour ce second tour. Et pourtant, Dominique Gros est parvenu à s'imposer lors de ce deuxième tour des municipales. Un résultat à Boulogne-sur-Mer. Le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, était en tête de liste à Boulogne-sur-Mer. Ce dernier a d'ailleurs été maire de la ville de 2002 à 2012, mais il a raté l'élection dès le premier tour d'un cheveu. Il devait donc affronter 3 concurrents de droite dans une quadrangulaire au second tour. Et vous le voyez, le ministre a été réélu avec un peu plus de 54% des voix. Un dernier résultat au Mans, une ville qui vote à gauche depuis 1977. Après de longues tractations, les deux listes de droite ont fusionné pour le deuxième tour des élections au Mans. Après la brouille durant la campagne, Christelle Morancet, UMP, et Alain Pigot, divers droite, se sont réconciliés. À gauche, en revanche, Jean-Claude Boulard pour le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, et Ariane Henry, Front de gauche, n'étaient pas parvenus à fusionner leurs listes. Et vous le voyez,
voyez, c'est le candidat du Parti socialiste qui a été élu avec un peu plus de 45% des voix. Merci Grégoire. Un mot sur Metz, Olivier. Oui, on a là encore une illustration du rôle que la triangulaire dominée par le Front National peut jouer dans un duel entre UMP et Parti Socialiste, puisque le score était très serré, mais le fait que Mme Françoise Grolet réalise un 15% au second tour, eh bien, a au fond freiné la capacité de Marie-Jo Zimmermann de battre son adversaire, Dominique Gros. C'est un cas de figure assez typique. Je voudrais maintenant qu'on évoque Marseille, le rêve brisé de la gauche. On s'en souvient, au premier tour, Stéphane Ravier avait été nettement en hausse par rapport au précédent scrutin et il avait même doublé Patrick Menucci, le candidat du Parti socialiste. Je voudrais qu'on regarde le sujet de Stéphanie Larion et de Marie Perrin sur Marseille et le contexte de cette élection. Le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde ou encore le Mucem, emblème de la réussite l'an dernier de Marseille, capitale européenne de la culture. Voilà pour la carte postale. Les réalités sociales et économiques sont bien différentes et les enjeux immenses. Deuxième ville de France, Marseille est par habitant la plus endettée des villes de plus de 200 000 habitants. Les Marseillais sont 850 000 et 25% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Un taux qui frôle, voire dépasse les 50% dans certains quartiers du centre et du nord. Des quartiers où le chômage atteint également des records, plus de 30% à certains endroits, quand la moyenne de la ville est de 13,5%. Des chiffres qui montrent que les inégalités socio-économiques sont très importantes entre le nord et le sud de la ville. Et puis il y a d'autres records en matière d'embouteillage par exemple, ou encore de manque de transport, un domaine où la ville a pris énormément de retard et c'est l'un des enjeux majeurs de ces prochaines années pour la cité phocéenne. Et malheureusement, on ne peut pas parler de Marseille sans évoquer l'insécurité et la criminalité record. Sur ce point, le maire sortant, comme ses opposants, s'accordent pour réclamer à l'État des renforts en matière de sécurité publique. Mais la ville a aussi des atouts, son port notamment, qui est aujourd'hui le premier en Méditerranée et le 4e au niveau européen. Droite comme gauche y voit une nouvelle chance pour la cité en termes d'emploi notamment. Mais finalement, le plus grand défi pour les politiques marseillais sera sans doute de regagner la confiance de la jeunesse lassée des promesses. Il n'y a pas d'action, il n'y a que des paroles. Voilà. Des paroles ? Des paroles en l'air. Ils disent, mais ils font rien en fait. L'abstention des jeunes, notamment dans les grandes agglomérations. Oui, on sait que l'abstention est un phénomène qui touche principalement les jeunes, mais aussi les représentants des milieux ouvriers et employés. Et on a avec Marseille une illustration de ce que peut être ce vote de défiance, cette abstention-sanction qui a été si puissante au premier tour, le fait au fond de voter avec ses pieds, de ne pas aller aux urnes pour dire son désintérêt ou même son ironie ou son rejet du système politique. Il y a là plusieurs motivations qu'il faut bien savoir distinguer. Bien entendu, un rejet de la politique gouvernementale, mais plus encore un manque de crédit accordé à la classe politique dans son ensemble, sa capacité au fond à peser sur les évolutions économiques et sociales, à répondre aux attentes des citoyens et des citoyennes en matière d'emploi, d'habitat, de logement, de transport. Sur tous ces plans, on le sait, on est passé de la défiance à une forme de résistance par les urnes. Est-ce que ce soir, selon vous, Jean-Claude Gaudin est bien parti pour un 4e mandat ? Oui, tout le laisse penser. D'abord l'écart qui était le sien à l'égard de ses adversaires directs au premier tour, mais ensuite l'échec de la stratégie du Parti socialiste, divisé, marqué par les conflits très forts des primaires, la capacité très grande du Front National au fond à valoriser, capitaliser son implantation locale. On le sait, M. Stéphane Ravier est très connu dans son quartier, engagé dans des activités associatives, notamment sportives, et on sait leur importance à Marseille. Tout ce travail de terrain, petits pas, qui sont devenus une belle leçon politique ce soir. Allez, on part à Reims maintenant pour écouter la réaction d'Arnaud Robinet, le vainqueur UMP de ce scrutin, suivi de Adeline Hazan qui a perdu, la candidate socialiste sortante. Bien sûr, une immense joie et une satisfaction, mais au-delà, vous savez, de la satisfaction, je mesure bien sûr le travail qui reste aujourd'hui à accomplir, et c'est que dès demain matin, c'est au travail. Et je le dis, je remercie bien sûr l'ensemble des électrices et électeurs qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à la liste que je conduisais, mais au-delà des clivages politiques, je souhaite être le maire de tous les Rémois. Évidemment, beaucoup de tristesse, beaucoup de gravité également. Je crois que l'analyse des résultats est claire. Les voix du Front National se sont reportées sur la droite, comme quoi une triangulaire ne fait pas forcément les affaires de la gauche, comme je l'avais entendu pendant toute la campagne. Le candidat UMP, la liste UMP a gagné de 4 points et évidemment, j'en prends acte.
Ouais, une grande ville qui passe à droite. Finalement, c'est un retour à la situation d'avant 2008. Oui, puisqu'il faut le rappeler, en 2008, la ville était tombée dans l'escarcelle du Parti socialiste, mais au terme d'un duel fratricide entre deux Chiraciens, Catherine Vautrin et Renaud Dutreil. Et c'est dans cette configuration que la ville avait été conquise. Ville qui reste tout de même sociologiquement très ancrée à droite. Cela dit, le point important aussi à souligner, c'est évidemment le tassement, sinon le retrait du vote frontiste, qui du coup n'a pas pu jouer ce rôle de digue et permettre à Mme Hazan de l'emporter au second tour. Et voilà 2017 qui se profile avec la réaction nationale, cette fois-ci d'Alain Juppé, ce soir depuis Bordeaux. Sur la ligne politique, il faut des changements profonds. Certes, il y a eu un changement de cap avec le pacte de responsabilité, mais ce pacte de responsabilité reste virtuel aujourd'hui. Quel est le programme de réduction des dépenses que va nous proposer le président de la République et le nouveau gouvernement? Quel est le programme d'allègement des impôts qu'il va nous proposer pour stimuler la croissance? Quel est le programme de simplification de ces normes qui étouffent aujourd'hui tous ceux qui veulent entreprendre? Voilà un certain nombre d'éléments concrets que nous attendons pour voir si la confiance va revenir et si la croissance pourra se restaurer. C'est la condition sine qua non du recul du chômage. Je dois dire aussi que moi j'attends un apaisement en matière de réforme dite de société, assez de ces lobbies qui veulent rouvrir le débat sur l'euthanasie ou sur la PMA ou sur la GPA. Ça ne correspond à aucune attente profonde des Français. Et de même en matière de sécurité, il va falloir passer quand même des déclarations aux actes. Monsieur Valls a été très bon en matière de communication depuis 2 ans, en se portant chaque fois qu'il y avait un problème sur le terrain, par exemple à Marseille. Mais les résultats concrets ne sont pas là. Et je crois que l'un des signaux qui ont été envoyés par les Français dimanche dernier et aujourd'hui, c'est qu'ils veulent du concret. Tout de suite, on retrouve Vanessa qui scrute les réseaux sociaux ce soir. Et des sourires et des premières déclarations de victoire sur les réseaux sociaux. On regarde ça tout de suite avec François Rebsamen, tout simplement happy, clin d'œil à cette chanson qu'on a tellement vue sur les réseaux sociaux. C'est à Dijon, François Rebsamen. Le sourire de la nouvelle maire de Granville, Dominique Baudry, tout sourire, donc elle vient de l'emporter. Brice Baraste, UMP, le prochain maire de Chelles, en Seine-et-Marne, il l'emporte de 900 voix, et vous le voyez, il téléphone, il est souriant. Roger-Émile Lomberti, qui est élu à la mairie de Limoges, fait sa petite déclaration. Quand on commence un match, c'est pour le gagner. Voilà. Il y a encore Steve Briouat, le maire Front National d'Hénin-Beaumont, qui dit bravo à Robert Ménard et à Julien Sanchez, qui l'emporte à Béziers et à Beaucaire. Les victoires continuent. Il y a également, là c'est pour les enjeux de cette élection, Brigitte Custer, UMP, à Paris, qui explique que ce qui est en train de se passer en Ile-de-France décidera de l'avenir du Grand Paris. Il y a d'autres enjeux après ce second tour. Merci à vous Vanessa, et tout de suite nous venons de les recevoir, les premières estimations Ipsos Steria concernant la ville de Marseille, la seconde ville de France. Je les découvre en même temps que vous, ce sont des estimations des bulletins de vote bien évidemment. Dans le 3e secteur, l'UMP, monsieur Bruno Gilles l'emporterait 47,90% face à Marie-Arlette Carlotti. Voilà, c'était les estimations du 3e secteur. Donc Marie-Arlette Carlotti battue. Encore un désaveu pour le Parti socialiste. Oui, sans surprise, on le sait, dès le premier tour, on avait compris que la messe était dite, au fond que M. Gilles allait l'emporter. Il le confirme de belle manière ce soir, en infligeant une sévère défaite à la secrétaire d'État, Mme Carlotti, qui, évidemment, peut être déçue. Premiers enseignements de cette soirée? Alors, premiers enseignements, on le voit, la vague bleue se met en place. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire si nous sommes dans une configuration de type 2001, plutôt 1983 ou 1977. Vous savez, ces dates correspondent à des intensités de victoire ou d'échec. Donc, c'est par rapport à ces dates qu'il faudra comparer les résultats de ce soir. On sait aussi qu'il faudrait à peu près une centaine de villes gagnées ce soir par la droite, sur la gauche, de plus de 9000 habitants pour dire au fond que nous sommes en présence d'une victoire d'ampleur et d'une véritable déculottée infligée au gouvernement et au soutien politique dont il bénéficie. Il est encore un peu tôt, mais tout de même, on voit que le Parti socialiste semble avoir résisté ici et là un petit peu mieux que ce que l'on pensait. Et on a vu aussi le départ pris par François Bayrou et Alain Juppé ce soir. Tout à fait, et on voit aussi l'importance des triangulaires pour au fond limiter le gain attendu et annoncé et chroniqué de l'UMP. Je vous rappelle pour l'instant le chiffre de l'abstention. Ce soir il est de 38% selon l'Institut Ipsos. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce second tour plein de suspense.